Administré par la France, c'est assez complexe parce que tous les territoires ne sont pas administrés de la même façon. Il y a une variété des statuts, on peut au moins en déterminer trois. Les colonies proprement dites, par exemple les territoires d'Afrique noire, l'AOF, l'AEF, sont des territoires qui n'ont aucune souveraineté particulière et qui sont en quelque sorte complètement dirigés par la France. Les protectorats, en revanche, c'est le cas de la Tunisie, du Maroc ou de la NAM, par exemple, en Indochine, sont des territoires qui conservent une certaine souveraineté en matière intérieure, mais dont la politique monétaire et la politique étrangère est aux mains de la France. Enfin, il faut souligner le cas particulier de l'Algérie, qui depuis 1848 est partie intégrante de la France, puisque l'Algérie, à cette date, a été départementalisée. Donc, on a des statuts différents, mais avec une constante qui est l'administration directe. C'est-à-dire que la France a réservé très peu de responsabilités aux indigènes. Quand on dit indigènes, ça n'a rien de péjoratif, ça désigne les habitants originaires du lieu dont on parle, des colonies. Donc les indigènes n'ont été que très peu invités à participer à la direction de leurs propres affaires. En tout cas, pas à cette époque-là. Il faudra attendre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on se mette très tardivement à accorder des droits très minimes de représentation politique aux populations colonisées. Donc c'est un système qui est différent du système anglo-saxon. Les Britanniques ont pratiqué le self-government, qui donne déjà des responsabilités politiques à leurs colonisés, au moins représentatives, et qui prépare ainsi l'après-colonisation. Donc du coup, puisqu'on est dans un système d'administration directe, la qualité du gouvernement d'une colonie dépend beaucoup de la personnalité de celui qui en est à la tête. On a eu des gouverneurs remarquables, comme par exemple le maréchal Pétain, qui est président général au Maroc pendant la Première Guerre mondiale, ou Albert Sarraut, qui a été gouverneur général de l'Indochine. Quand le gouverneur est une espèce de gardien de prison qui maltraite les populations locales, il est clair que, à ce moment-là, la gestion de la colonie est très négative. Alors, dans une deuxième partie, on explique en quoi a consisté cette exposition coloniale internationale en 1931, donc à Vincennes. Pourquoi à Vincennes? Parce que c'est les lieux du ministère des colonies, le ministère des colonies en France à l'époque. Le ministre des colonies en exercice au moment de l'exposition, c'est Paul Reynaud, qui sera appelé à d'autres fonctions plus tard, mais qui, à cette époque-là, donc, exerce cette charge au gouvernement de ministre des colonies. Alors, derrière l'exposition, c'est pas la première exposition coloniale, il y en a eu deux à Marseille au début du siècle, mais celle-ci a de grande ampleur, c'est une exposition internationale, et elle a été voulue par ce qu'on appelle donc le parti colonial, entre guillemets, qui n'est pas un parti politique au sens strict, mais qui est plutôt une espèce de lobby, de groupe de pression, qui défend les intérêts coloniaux de la France, des entrepreneurs, peut-être aussi des géographes, des gens qui sont favorables à cette domination qu'exerce l'Empire français sur des territoires étrangers. Alors, on est dans l'entre-deux-guerres, on est dans une période un peu de doute. La Première Guerre mondiale, si la France est rangée dans le camp de Walker, on sait que c'était une guerre terrible pour la France, qui était un choc moral, dont on a encore du mal à se remettre, dans une France qui connaît un faible dynamisme démographique et qui, en 1931, commence à voir arriver les premiers symptômes de la crise de 29 qui touche la France tardivement. Donc il y a une espèce de doute généralisé quant à la puissance française à ce moment-là, et l'exposition coloniale a un peu pour fonction de redonner comme une espèce de coup de fouet à l'opinion publique pour restaurer cette image de la puissance française dans le monde, sachant que la dimension coloniale est un attribut de la puissance dans les années 1930. Alors, l'exposition, il faut la décrire rapidement, on va le voir. Bon, c'est un panorama des colonies. L'exposition, je rappelle, se fait sous l'autorité du ministre des colonies Paul Reynaud, mais le commissaire, en quelque sorte, de l'exposition, l'homme qui est responsable de ces installations, c'est le maréchal Pétain, dont on a dit tout
entrepreneur qui avait été résident général au Maroc entre 1912 et 1916 et qu'il avait contribué quand même au développement de ce territoire dont il avait la charge. Alors, en quoi consiste l'exposition? Une reproduction architecturale des grands trésors de l'Empire colonial français, que ce soit en Asie ou en Afrique. Il y a aussi des reproductions de scènes de la vie quotidienne. On invite des gens qu'on a fait venir pour l'occasion ou qui étaient déjà sur place en France à montrer l'artisanat, le folklore, l'élégance de leur territoire d'origine. Bon, il n'y a pas, attention à ne pas commettre ce contresens, à proprement parler de zoos humains dans l'exposition de 1931. C'est seulement des Kanaks, c'est-à-dire la population indigène de Nouvelle-Calédonie, qui ont été certes exposés en quelque sorte au jardin d'acclimatation, mais ce n'était pas tout à fait l'esprit, quand même, on avait progressé dans ce domaine-là, ce n'était pas tout à fait l'esprit de l'exposition de Vincennes. Alors cette exposition est internationale, c'est-à-dire que d'autres pays coloniaux sont invités à montrer leur réalisation, et l'Angleterre, qui est notre grand rival en matière coloniale, a à moitié boudé finalement l'exposition, ce qui témoigne de l'existence encore à cette époque-là d'une compétition coloniale entre grandes puissances impérialistes. On sait que la compétition pour les colonies restantes a été aussi un des facteurs qui ont aggravé les relations internationales à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, il se trouve que cette exposition est un succès populaire, puisqu'on vend 30 millions de billets, bien des Parisiens ou des Franciliens y sont allés plusieurs fois. Alors, comment interpréter ce succès populaire? En faire une adhésion inconditionnelle des visiteurs au projet colonial serait une erreur. On se distrait comme nous. On va beaucoup au cinéma à l'époque, mais quand on a vu tous les films en sortie, on va à l'exposition coloniale. Donc, les visiteurs ils sont beaucoup plus allés par curiosité que par véritable adhésion au projet colonial de la France. Un succès populaire, donc apparemment tout va bien, mais il apparaît que derrière ce succès populaire, derrière la réussite de l'exposition, il y a des ambiguïtés que la troisième partie va s'efforcer d'expliquer. Donc la question un peu problématique qu'on avait posée dans l'introduction, on va la résoudre dans la troisième partie en montrant derrière le faste de Vincennes, donc ce malentendu, en tout cas ce divorce qui commence clairement à se manifester entre la France et ses territoires colonisés. Alors il y a des contestations de l'exposition coloniale et contestations de la présence française dans ces colonies. La contestation de l'exposition coloniale est le fait principalement du Parti communiste français, qui est actif en France depuis 1920, et qui est le seul parti à être intégralement anticolonialiste. Ça a été une constante de la position du Parti communiste français depuis sa création. On rappelle ce qu'on a dit au début, la République, dans son ensemble, est plutôt colonisatrice. En 1931, l'exposition coloniale est organisée en pleine République et avec l'approbation d'un certain nombre de parlementaires de gauche. Donc c'est pas une affaire de droite-gauche, mais les communistes, eux, par anti-impérialisme et sur ordre communautaire, décident donc d'organiser une espèce de contre-exposition qui s'appelle La vérité sur les colonies. Alors évidemment, c'est beaucoup moins rigolo que ce qui est organisé à Vincennes, avec les chants, les danses, les monuments. Et cette contre-exposition, qui dénonce l'action de la France dans les colonies, est un échec, elle attire très peu de monde. Il n'en demeure pas moins que dans la société française, dans certaines professions, il y a une contestation assez forte du programme colonial de la France, qu'on va retrouver chez des artistes, par exemple, ou chez des anthropologues, qui, eux, connaissent très bien le terrain et dénoncent. On peut penser à Claude Lévi-Strauss, par exemple, ou à Michel Léris, qui dénoncent, à cette époque-là, l'image que la France se fait des populations qu'elle administre, et qui est une image finalement fantasmée. Les contestations se font surtout sentir dans les colonies elles-mêmes, puisque, en dépit de l'interdiction plus ou moins formelle d'exercer une action politique, des mouvements se sont créés, et ils ne se sont pas créés partout,
ce sont des mouvements qui se sont créés surtout au Maghreb, le Destour par exemple en Tunisie, ou l'étoile nord-africaine de Messali Hadj en Algérie, le Parti communiste indo-chinois de Ho Chi Minh créé en 1930, sont des partis qui, à la suggestion politique dont ces territoires sont victimes, rajoutent la critique de l'exploitation économique qui est faite des colonies par la France, et aussi la non prise en compte de l'effort que les colonies ont consenti pendant la Première Guerre mondiale, ne serait-ce qu'en nombre de combattants. Alors, 1931, on peut se demander si la célébration n'est pas un petit peu déplacée. Alors, à ce moment-là, il faut quand même faire une espèce de bilan de ce qu'a été l'action de la France dans ces colonies. Et là, il faut essayer de faire un bilan mesuré, parce que il faut éviter de tomber dans la condamnation sans aucune mesure, comme on a tendance à le faire un peu à l'heure actuelle, de la politique coloniale, ce qui, d'un point de vue historique, ne dit rien. La France s'est rendue coupable de mauvais traitements, voire de crimes. On peut mentionner quand même la construction du chemin de fer Congo-Océan, qui a mobilisé des milliers de travailleurs forcés dans des conditions impossibles, qui ont conduit à leur mort. Mais il faut sans doute aussi mentionner quand même l'aspect positif de la présence française, construction d'infrastructures, construction de villes et surtout politique sanitaire qui fait considérablement, par les campagnes de vaccination, reculer la mortalité dans les territoires colonisés. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une contradiction fondamentale dans la politique de colonisation française entre le principe de base, qui est un principe d'assimilation. C'est déjà ce que dit Jules Ferry en 1881. On s'adresse aux indigènes en leur disant « Nous venons vous conquérir afin de faire de vous des Français comme nous ». Et puis la réalité du terrain est complètement différente. On rappelle que le code de l'indigénat a été généralisé en 1881 et qu'il fait des indigènes des espèces de sujets, finalement, de l'empire colonial français, en tout cas des citoyens, entre guillemets, dépourvus de droits politiques de seconde zone, pour lesquels les droits ne sont pas, et les devoirs ne sont pas les mêmes que pour les Français qui sont sur place. Donc là, on a véritablement un malentendu qui est totalement insoutenable. Alors, on va se demander enfin si 1931, ça n'arrive pas un peu tard, si c'est pas une célébration à contretemps. Eh bien oui, parce qu'on a déjà montré qu'il y avait un divorce déjà marqué à cette époque-là entre la France et ses colonies, et il y a un décalage, c'est-à-dire qu'au moment, dans l'entre-deux-guerres, où la plupart des colonies pourraient se contenter d'une avancée vers l'autonomie, un peu à l'anglaise, c'est-à-dire rester dans le cadre français, mais avoir plus de droits politiques. La France refuse. Et lorsque la France, du coup, proposera l'autonomie, dans le cadre voulu par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci, les colonies seront allées plus loin et en seront à l'indépendance. Donc on a toujours un petit peu un train de retard par rapport aux revendications de nos colonies. D'un point de vue tout à fait emblématique, le projet Blum-Violette de 1937, donc on est au moment du Front populaire, Maurice Violette est ministre des colonies, c'est un projet qui vise à accorder la citoyenneté française à une élite algérienne. Eh bien, ce projet est un échec, parce que à Paris, on ne veut pas accorder la citoyenneté à des Algériens, mais même du côté algérien, accepter la citoyenneté française, c'est renoncer aussi à un certain nombre de pratiques, comme par exemple la polygamie, et il y a donc une incompatibilité entre les deux pôles, le pôle français, le pôle colonial, qui est parfaitement sensible à ce moment des années 30. Alors en conclusion, on peut reprendre ce que disait le maréchal Lyotet à propos de l'exposition coloniale, lorsqu'il se demandait si c'était un nouveau départ pour les colonies ou un champ lucide. Lyotet était lucide sur l'état de l'empire colonial à ce moment-là. La réponse, on la connaît, c'est un champ lucide, mais il faudra, et on termine là-dessus, attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les passions liées autour de la colonisation s'exacerbent et que là, la seule solution qui apparaisse soit celle de l'indépendance. Voilà, nous avons suivi maintenant, nous allons suivre autre chose. Autre chose, je mettrai, mais avant tout,
Je vais lire d'abord ce que la collègue a écrit. Dans les îles, on souffrait doublement, nous les afro-descendants, de leur traite négrière. Ah oui, ça c'est vrai. Jules Ferry, par exemple. Jules Ferry aime traiter. À l'époque, il a traité les Noirs des indigènes. Mais le vrai indigène, c'est Jules Ferry lui-même. Le psychopathe mythomane, c'est Jules Ferry lui-même. Le vampire, le cannibale reptilien, c'est Jules Ferry lui-même. Le grand pédophile, Jules Ferry. Voilà. La vérité doit être dite. La vérité, elle sera toujours dite avec le tiers africain. Car moi, je ne sais pas tourner autour du rond-point. Je ne sais pas faire les zigzags comme un serpent. Je ne connais pas ça. Donc la France doit comprendre qu'ils ont fait éperdument du mal à l'Afrique. Et les religions importées ont détruit notre Afrique. L'Afrique va mal, oui. Il n'y a pas que le Congo-Brazzaville qui va mal. Toute l'Afrique centrale, elle va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La vérité doit être dite. Nous allons regarder quelque chose d'important. Car beaucoup veulent se cacher derrière cela. Et nous allons suivre. Parce que c'est important. Important. Excusez-moi. Il faut frapper, il faut frapper. Et je suis seul, hein, je fais tout seul. Tout ce que je suis en train de faire, on appelle cela la conscientisation. Je suis là pour conscientiser les peuples. Voilà. Nous allons suivre cela. C'est parti. Qu'est-ce qui fait que notre Afrique va mal? On va suivre. La vérité, elle est dite là-dedans. La crise principale du monde noir, c'est la crise spirituelle ou religieuse, je devrais dire. Notre problème numéro 1 en tant qu'Africains, c'est notre aliénation spirituelle.
le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux et divinités de nos ennemis. Et donc nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro 1. D'ailleurs, on le sait très bien parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle de problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion et des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, et bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement impossibles, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer quand on problématise Jésus ou Mohamed. Quand on pose la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème est énorme. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous ne serons pas libérés, purifiés de Jésus, de Mohamed, il nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohamed sont universels, que leur message est universel. Il y en a même qui remontent à l'Égypte et qui nous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là effectivement emprunter certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2015. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans. Et donc, accepter ces religions-là, qui nous ont été imposées donc, par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite. Donc, si l'on est prêt à se résigner à ce statut, qu'on le dise honnêtement, mais qu'on ne cherche pas à embellir l'affaire sous couvert d'universalité. Il n'y a rien d'universel au christianisme, il n'y a rien d'universel à l'islam. L'islam, ce n'est rien de plus ou de moins que du nationalisme arabe. On le voit, par exemple, quand on vous dit que Allah parle arabe, c'est du nationalisme arabe. Quand vous dit que les Arabes ont de la chance, justement parce que Allah parle arabe, ça veut dire que moi qui ne parle pas arabe, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas cette relation privilégiée avec Allah. Et c'est bien vrai, puisque je ne suis pas arabe. Je ne tiens pas à avoir de relation privilégiée avec Allah. Allah, c'est le Dieu des musulmans, des Arabes, qu'il en soit ainsi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on essaie de m'imposer Allah sous couvert qu'Allah est un Dieu universel. Allah n'est pas un Dieu universel, c'est le Dieu des Arabes. Il a été créé par les Arabes pour répondre à leurs besoins d'unification et de consolidation. C'est tout. Le christianisme, c'est la même chose, avec Constantin qui en 325 décide de réunir le concile de Nicée parce que pour des raisons politiques de consolidation de l'Empire romain, il a besoin d'une religion et il le fait. On est encore une fois en plein nationalisme occidental, européen, blanc. Quand vous regardez les détails, vous voyez bien que ces religions-là ne sont pas des religions qui ont été faites pour les Africains. En fait, au niveau théologique, il y a d'énormes différences entre la religion africaine et ces religions-là. Par exemple, la religion africaine ne croit pas en cette notion d'enfer et de paradis, ça n'existe pas pour nous. Alors évidemment, les chrétiens ont inventé ça pour nous terrifier et pour continuer à nous contrôler. L'islam aussi croit au paradis et à l'enfer. Quand on regarde les détails de leur enfer et de leur paradis, on voit encore une fois leur empreinte culturelle, ethnique, profonde. L'islam vous dit que si vous êtes un homme pieux, vous allez au paradis, vous allez avoir 72 vierges blanches.
Je me pose la question de savoir si les musulmans noirs, si leur rêve, c'est de passer l'éternité à copuler avec des femmes blanches. Voilà. Pendant que les multinationales tuent le peuple noir, les Africains dansent. Pendant que 8% met toute sa combine et la France-Afrique tue les Congolais dans toute la surface du Congo, Brazzaville, les gens dansent. Les religions, alléluia, les religions importées sont à la base de la destruction de l'Afrique. Les religions importées. Et vous entendrez, alléluia, alléluia. Et ils font maintenant de l'Afrique, dans leurs églisettes, des boîtes de nuit. Regardez comment les femmes dansent. Regardez comment les hommes dansent. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Grandement faux. L'aliénation totale. Alléluia. Voilà la bêtise. Pendant que le président Emmanuel Macron, on lui met sur une grande table de 200 à 600 personnes un grand plan pour voir où se trouvent les minéraux tangibles en Afrique. Les Africains dansent dans les églises. Alléluia. On va continuer un peu à suivre ça. En tout cas, la colonisation a abruti le peuple noir. Un prêtre blanc, vampire cannibale, pédophile, il prend une chicotte, il se met à chicoter ses disciples. Qu'il me montre dans quel passage biblique Dieu dit de chicoter les gens. Qu'il me montre. Est-ce que Jésus chicotait les gens? Est-ce que Mohamed chicotait les gens? Qu'on me montre. Voilà les mensonges. La religion, Dieu ne connaît pas les religions. Dieu, il connaît que les êtres humains qu'il a créés à son image. Religion est égale à la loge de France. Religion est égale 666.
l'aliénation totale de chaque être humain noir. Les religions importées sont à la base de la destruction de l'Afrique. Parce que l'Africain, pour lui, quand il souffre, il dit, c'est normal. Dieu a voulu que je souffre et je dois accepter. Mais grandement faux, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Mais c'est le système des religions importées qui ont détruit l'être humain noir. Et l'être humain noir, il doit repartir à la base. La base clé, c'est chercher ses ancêtres. La base clé, c'est de faire appel à ses ancêtres. Car les Indiens, ils n'ont jamais oublié leurs ancêtres. Rentrez dans les boutiques indiennes, ils ont des statuettes qui représentent leurs ancêtres. Ils allument de l'encens. Essayez de voir les Indiens. Rentrez dans leurs magasins. Rentrez dans les magasins des Chinois ou dans les restaurants des Chinois. Ils ont des statuettes. Ils ont de l'encens qu'ils allument. Mais tout ça, c'est par rapport à leurs coutumes. Mais est-ce que l'Africain a ses coutumes? L'Africain a oublié ses coutumes. Il a oublié ses coutumes pour suivre les coutumes des colonisateurs. Les colonisateurs qui ont fait le code noir. Et c'est de cela que l'Africain aime. Voilà pourquoi l'Africain est complexé de l'homme blanc. Parce qu'il n'a pas de repère. Il ne connaît pas qui sont ses ancêtres. Il connaît les ancêtres de blanc. L'Africain, quand il rentre dans l'église catholique, il se met à faire la croix de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est sur la croix? Jésus-Christ est sur la croix? Montrez-moi. Voilà. L'aliénation. Montrez-moi quel teint, quelle couleur le prophète Mohamed avait. L'aliénation totale. Et l'Africain, quand il rentre dans l'église, je vous salue Marie, plein de grâce. Pardonne-moi, car je sais, la nuit, je voyage pour aller faire du mal. Dans le monde des ténèbres, on me donne les codes pour tuer les êtres humains sur terre. Je vous salue Marie. Donne la possibilité aux dictateurs de toujours voler et de construire des palaces et de payer des biens en Europe. Et donne la possibilité aux dictateurs de flouer beaucoup d'argent dans les banques, les comptes écrans au Canada. Oui, je vous salue Marie. Donne la possibilité à des gens qui aimeraient être porteurs des mallettes d'Nguesso et des valises d'Nguesso remplies de billets. Donne la possibilité. Je vous salue Marie, plein de grâce. Oui. Est-ce que Willy, Kiki, Pipi, Kaka, Nguesso ou les restes d'Nguesso seront les nouveaux rois au Congo? Oh, je vous salue Marie. Le Congo est malade. Oh, je vous salue Marie. L'Afrique est malade. Oui, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade à cause de l'aliénation totale. Parce que l'Africain veut être plus idiot avec les religions importées. Je vous salue Marie, plein de grâce. Donne-nous longue vie. Je vous salue Marie, plein de grâce. Est-ce que, montrez-moi dans quel passage, dans la Bible, où est-ce que Dieu dit, il faut acclamer Marie, la Sainte Vierge Marie. Montrez-moi. Montrez-moi dans la Bible. Où est-ce que Dieu dit il faut avoir le compas dans l'église catholique? Le compas de la franc-maçonnerie. Montrez-moi dans la Bible. Où est-ce que Dieu dit chaque prêtre devront être pédophiles? Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible. Où est-ce que Dieu dit que l'homme dictateur doit voler l'argent du peuple? Faites-moi voir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais la Bible, l'Africain, il rentre dans l'église. Directement, il prend la Bible. Il ouvre. Quand on lui dit de faire la prière, notre Père qui es aux cieux, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais protège-nous du mal. Ah bon? Est-ce que les multinationales
Quand les gens font cette prière, notre Père, ça empêche aux multinationales d'avancer, de tuer les Africains? Non. Ils ont les armes, ils tirent. L'ONU tire sur le peuple africain. Et les gens tombent. Mais ils sont là. Alléluia, alléluia, alléluia. L'aliénation totale. Et c'est ce qui fait, au XXIe siècle, nous continuons à subir 8% Sassou Nguesso. Au XXIe siècle, Hippolyte Kalambé, il est toujours en RDC, il tue. Au XXIe siècle, Ali Bongo, PDG des ordures, il est au Gabon, il continue à tuer les Gabonais. Au XXIe siècle, Paul Biya, porteur des couches immenses. Car quand vous rentrez dans des pharmacies, il n'y a pas de couches, hein, parce que Paul Biya prend toutes les couches. C'est un grand porteur de couches. Hein? Et Paul Biya, il ne reste jamais au Cameroun. Tout le temps, il est dehors du Cameroun. C'est l'homme aux hôtels luxueux, avec l'argent des contribuables. Pendant ce temps, les Camerounais, vous ouvrez l'eau, il n'y a pas d'eau potable. Pendant ce temps, coupure d'électricité au Cameroun. Les Camerounais sont obligés de payer des bougies ou d'allumer des lampes à pétrole au XXIe siècle. Montrez-moi en Europe où est-ce qu'on allume les lampes à pétrole. Montrez-moi aux États-Unis où est-ce qu'on allume les lampes à pétrole. L'Afrique va mal. Mais va mal à cause de quoi? Les religions importées. Voilà. Nous allons suivre un peu encore. Et après, nous allons voir autre chose, très important. Voilà. Le prêtre du nouvel ordre mondial. Alors, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de Kuchakulia, qui est le principe du deuxième jour, et qui est l'autodétermination. Alors, encore une fois, il y a une situation qui est, à mon avis, très claire, à moins que l'on souffre de cécité, et que nous sommes en fait sous domination blanche. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, ça vous semble évident? Ou il y en a qui ne sont pas d'accord? Non? Ça va? On est d'accord qu'il y a un consensus, que nous sommes dominés par les Blancs? Je les appelle comme ils s'appellent eux-mêmes. Hein. On peut jouer les Européens, les Occidentaux, les leucodermes, les machins, les métropolitains, j'ai horreur de ça. On les appelle les Blancs. Ce sont eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, d'accord? Donc on les appelle les Blancs. Comme ça, l'affaire est claire. Et du fait qu'on soit dominé par ces gens-là, et bien évidemment, nous ne contrôlons plus bien des aspects de notre existence. D'accord? Donc, Kuchakulia s'impose parce qu'il nous faut maintenant reprendre nos existences en main. Alors, quand on regarde le cas de la Guadeloupe en particulier, on voit que c'est une colonie française. En fait, depuis 1635, nous sommes sous le joug français, nous sommes contrôlés par les Français. On a changé de nom, on a été colonie, on a été territoire, département, qu'est-ce qu'on est maintenant? Région, je ne sais pas quoi, enfin bref. Vous êtes sûr qu'ils vont changer le mot, le nom d'ici quelques années? L'idée, c'est toujours de changer pour donner l'illusion d'un changement, mais la réalité profonde demeure la même, à savoir qu'on est sous domination économique, n'est-ce pas? On sait qui a le pouvoir économique en Guadeloupe. Quand on a vu les événements du LKP et qu'on voyait, on nous montrer à la télé les rencontres entre patrons, on voyait bien de quelle couleur étaient les patrons, n'est-ce pas? Quand vous allez à Jarry, vous voyez bien qui est-ce qui contrôle chacun. Ce n'est pas nous. Pourtant, nous formons la majorité de ce pays numérique, mais nous ne contrôlons pas l'économie. Il y a une domination politique.
Alors, évidemment, on nous invite à aller voter pour ceci, pour cela, mais on sait très bien que les décisions politiques importantes ne sont pas prises ici. Vous êtes d'accord? C'est pris à Paris, c'est pris à Bruxelles, mais nous sommes en fait manipulés, les décisions sont prises pour nous. La domination au niveau éducatif, ça c'est très clair, nous ne contrôlons pas ce que nous apprenons dans les institutions scolaires. Moi, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Certains d'entre vous ont dû apprendre ça aussi. Je ne sais pas ce qu'on apprend aujourd'hui, mais je sais qu'on n'apprend pas de choses sur nous-mêmes. Et je le sais parce que je parle à des enfants qui sont encore plus ignorants que nous-mêmes nous l'étions à l'époque. Je parlais à une petite fille qui avait à l'époque 8 ans, il y a à peu près 2 ans de cela, et elle me disait qu'elle n'avait aucun concept, aucune idée, aucune connaissance par rapport au fait que s'il y a des Africains en Guadeloupe aujourd'hui, c'est à cause de l'esclavage. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, nous, en Guadeloupe, on a toujours été là. Et je lui ai dit, mais non, on n'a pas toujours été là. Et elle était vraiment perplexe. Une petite fille qui a 8 ans. Alors vous imaginez, vous grandissez, vous ne savez même pas que vous venez d'Afrique, vous ne savez même pas les sévices terribles que vos ancêtres ont subis et les sacrifices qu'ils ont fait pour que vous soyez là. Donc imaginez ce que ça fait de vous en tant qu'individu, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous subissons. Par contre, nous apprenons toutes leurs histoires. Si on vous demande à demander à un enfant de nommer 10 pays d'Europe, ça va se faire très facilement. Mais si, ou des départements de France, ou je ne sais pas quoi, des villes, mais si on demande à ce même enfant de nommer 10 villes africaines, ça va être une catastrophe. Vous êtes d'accord? Alors, vous pouvez peut-être vous dire, moi je ne sais pas, hein, je ne sais même pas ce qu'il pourrait dire. Hein. Est-ce qu'il pourrait m'en donner une seule? Est-ce que nous-mêmes qui sommes là, nous pouvons nommer 10 villes africaines? Nous les adultes. Si on essayait. Libreville. Hein? Libreville. Libreville, ok, Libreville, au Gabon, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d'Ivoire, Djemana au Tchad, hein? Kinshasa. Soweto, ok. Lomé au Togo. Quoi donc? Ouagadougou, au Burkina Faso. Bamako au Mali. Niamey au Niger. Cotonou au Bénin. Voilà. Douala au Cameroun. Harare au Zimbabwe. Bah ouais. C'était un peu laborieux. Mais on y est arrivé quand même. Maintenant, parce qu'on a des connaissances, alors imaginez qu'on refasse cet exercice-là dans la rue. Vous voyez, ça va être une catastrophe. Mais c'est une catastrophe organisée, délibérée, systématique. Vous comprenez? Parce que les choix qui sont faits de ce qu'on va apprendre ou ne pas apprendre sont évidemment des choix politiques qui, encore une fois, ne sont pas pris en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on est dominé politiquement. Donc nous, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on fait un constat d'ignorance. Et qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on peut faire des choses. On a une domination alimentaire aussi. Ils décident pour nous de ce qu'on va manger. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de sel. Ils décident pour nous des produits chimiques dont ils vont empoisonner notre sol et notre eau, etc. N'est-ce pas? Donc, ils décident pour nous que ce dont nous avons besoin, c'est des McDo, que quand on arrive à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, on a un KFC qui vous attend, et on voit les résultats, bien sûr, au niveau de l'obésité, des problèmes de santé, etc. Au niveau sanitaire, ils nous imposent aussi leur conception de la santé, les médicaments qu'on doit prendre, etc., etc. Au niveau esthétique, ils nous imposent aussi leur vision de ce que c'est qu'être beau ou être belle, et on voit les catastrophes, des millions de dollars et d'euros qu'on dépense pour essayer de ressembler à autre chose qu'à ce qu'on est. Il y a une domination symbolique, je vais y revenir, une domination mythique, c'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, bombardés par leurs mythes, par leurs symboles. Et comme on est dans cette période dite de Noël, et bien voilà, ce sont des symboles, ils nous saturent de leurs symboles, et c'est aussi comme ça qu'on occupe notre imaginaire.
Alors, le Père Noël qui est là, n'est-ce pas? Qui a un bon blanc débonnaire. Qu'est-ce qu'il a au dos? Non, il a des cadeaux. Il a des cadeaux. Alors, il a des cadeaux, et ça renforce quoi? Ça renforce le mythe du blanc généreux. Voilà. Le bon père blanc qui vient donner des cadeaux. Ok? Il passe par la cheminée. Alors, il n'y a pas de cheminée en Guadeloupe, mais c'est pas grave, on va en créer dans notre imaginaire. Hein? Ça viendra. Il n'y a pas de neige, mais on va aussi imaginer tout ça dans notre imaginaire. On est colonisé, votre imaginaire est colonisé. Mais ça, vous voyez, c'est aussi un exercice de propagande extrêmement efficace parce que cela permet de neutraliser l'image du blanc voleur, l'image du blanc prédateur, l'image du blanc criminel qui est occultée. Et on nous présente plutôt cette image du bon blanc, le bon père blanc qui vient vous remettre des cadeaux. Et en plus, qui est aussi posé en position d'autorité, puisqu'il décide de qui mérite un cadeau. Alors, si vous avez été bien gentil, vous aurez un cadeau. Le blanc va vous donner un cadeau. Et si vous n'avez pas été gentil, si vous avez été insolente, si vous avez posé de mauvaises questions, si vous avez refusé de répéter que vos ancêtres étaient les Gaulois, si vous avez refusé de dire que pendant l'esclavage, finalement, c'était pas si mal que ça, vous n'aurez pas de cadeau. Le blanc a décidé, il n'y a pas de cadeau pour vous parce que vous avez répondu. D'accord? Les sapins, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de sapin qui pousse en Guadeloupe, mais c'est pas grave. Tout le monde a son sapin. Hein? Et puis évidemment, là à côté, c'est quoi? C'est les rennes. Hein, des bêtes qui viennent de climats très froids. Mais qu'à cela n'en tienne, si vous allez en Haïti aujourd'hui, il fait 35 de moyenne. Vous allez voir, ils ont mis au-dessus de l'aéroport, tout ça ouverture, des rennes en taille. Vous voyez? Donc, vous dites, on est en plein délire, et c'est vraiment le cas de le dire. Mais quand on parle d'autodétermination, c'est qu'il a qu'on a un problème, n'est-ce pas? Pas l'impérialisme. On ne se sert pas de géographiques, écologiques, culturels, mais on s'en remet à eux parce qu'ils nous dominent, parce qu'on ne s'autodétermine pas nous-mêmes. Donc, leur symbole, leur mythe, nous statue. Évidemment, cela renvoie à la question fondamentale, enfin presque fondamentale, de la domination mentale, parce qu'on est dominé mentalement, donc on n'arrive même pas à se rendre compte à quel point on est ridicule. Parce que je vous assure que vous arrivez, vous voyez les rennes en Haïti où il fait particulièrement chaud, ça relève du ridicule le plus total. Mais personne ne s'en passe. Ici aussi, c'est ridicule. Hein, les gros Père Noël, machin, les sapins, c'est ridicule. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? C'est ridicule. J'étais en Afrique, j'étais au Sénégal au mois de décembre dernier, et c'était pareil. De gros sapins avec de la neige artificielle en plein Dakar. C'est ridicule. Ça viendra. Non, mais c'est vrai, nous sommes ridicules, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Parce qu'on est dominé mentalement. On est dominé mentalement. Et comme le disait Carter G. Woodson, qui est un historien africain-américain, il disait, lorsque vous contrôlez la pensée d'un individu, vous n'avez pas à vous inquiéter de ses actions, parce que cet individu va faire exactement ce que vous attendez de lui ou d'elle, c'est-à-dire de se comporter comme quelqu'un d'inférieur, de subordonné, qui est incapable de penser par lui-même, qui est incapable de se prendre en charge. Voilà. Donc, se contrôler mentalement. Mais la question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout en fait retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme Dieu. Et donc, il nous est extrêmement difficile de remettre en question l'autorité du Blanc sur Terre, parce que pour nous, cette autorité terrestre reflète en fait un ordre cosmique que l'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous me suivez? Il y a une racialisation de l'image de Dieu, et il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule. Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça?
Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes, et c'est juste notre tête dehors qui recouvrait de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte tout ça. Et c'est quoi notre problème? Le problème, c'est l'autodétermination. Vous voyez? Alors, avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentils, vous allez les rencontrer un jour. Et puis, il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentils, vous pouvez avoir des apparitions de ces jours. Hein? Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas quoi, parce que soi-disant la Vierge Blanche est apparue, laquelle qui est donnée. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'un problème? Non mais vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. C'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire. Cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal dans un rite magico-religieux, et une fois qu'il avait tué, il était convaincu qu'il avait tué. Nous, en ce qui concerne l'humanité, on nous aliène d'abord. Une fois qu'on nous a aliénés, nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. D'autant que c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc qui est divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble. Et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre noirceur diabolique, etc. Et les blancs sont là pour nous sauver de nous-mêmes. C'est toujours là avec nous cette question d'esclavage mental. On est toujours en plein dedans. C'est-à-dire que si vous allez à Fort-de-France à la cathédrale, eh bien, à l'intérieur, on voit que la Marie blanche, les anges blancs, le Jésus blanc, tout est blanc dedans. Et tout le peuple noir qui est assis, agenouillé. Donc, maintenant, quand c'est malsain même. C'est plus que malsain, ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque.
qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan, bien sûr, c'est une métaphore du diable, de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, et bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes, et des divisions que ça crée entre nous. Je pense qu'il ne faut jamais occulter la violence de l'esclavage et de la colonisation. Il y a une violence physique, et puis il y a aussi, c'est-à-dire qu'on vous inculque des choses à coups de fouet et à coups de pied, et puis il y a la violence symbolique. Je parle de la violence physique, je vous donne un exemple. Mon père, qui est un homme, maintenant qui a 86 ans, me racontait comment, quand il était petit en Guadeloupe, il habitait au Domorne, dans une espèce de tente, et le père catholique, je ne sais pas comment il s'appelait, leur faisait réciter des versets de la Bible, enfin je ne sais pas comment ils font leur histoire, et il me disait que c'était à coups de pied que ça se faisait, à coups de pied. C'est-à-dire que le blanc, le prêtre catholique, donnait des coups de pied à ces petits Africains en Guadeloupe. Si jamais ils disaient un mot mal, ils avaient oublié la moitié d'un truc, c'était à coups de pied. Et il me disait que c'était d'une telle férocité, comme ils étaient en pente, il y avait des enfants qui en fait déboulaient le banc, comme on dit, et qui se retrouvaient au bas de la côte. Et ça, il fallait qu'ils reviennent prendre encore leur coup de pied. Juste... Non, la violence. Mais il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la religion en Afrique. La religion chrétienne et islamique. Comment ces deux religions ont réussi à totalement pervertir l'Africain. Et en lui inculquant des concepts qui n'ont rien à voir avec sa propre façon de voir le monde. Si bien qu'aujourd'hui, les mains sont là, bon, on prie pour Israël. Tu vas aujourd'hui, tous les dimanches, on prie pour Israël. Non pour Israël. Alors que ce pays est armé. Ce pays est armé et assassine les Palestiniens, vole leur territoire. Ce pays est contre l'Afrique. Il suit de lire la Bible. Il suit de lire la Bible. Il suit de lire comment ceux qui ont rédigé la Bible ont dépeint l'Égypte. L'Égypte est vue comme le temple de Satan. Il faut tout mépriser les Noirs. On a même dit, les rédacteurs de la Bible, mais on fait croire que les Noirs sont des descendants de Cham. Donc nous, on est maudits, on est condamnés à être esclaves des autres. Donc, nous débarrasser de ces religions-là, de voir le monde d'une autre façon. C'est très important. Et à partir du moment où nous allons voir la vie autrement, bon, on peut maintenant agir. Parce que si on prend même la religion islamique, l'islam en Afrique, comment est-ce qu'elle se matérialise? Elle se matérialise par la consommation effrénée du mouton. Dès qu'ils sont là, les musulmans africains, ils ne vont que manger le mouton. Hein. C'est ça là. Et ils sont en boubou, ils sont là, ils mystifient les gens, ils disent qu'ils font la prière. Ils disent qu'ils font la prière. Alors que nous voyons que dans le berceau de l'islam, c'est la résistance qui caractérise d'abord l'islam dans ces pays-là. Les gens vont se faire sauter, ils prennent les bombes. Il y a des envahisseurs en Afghanistan. Bon, l'Occident est là, les gens vont assassiner les gens pour les forcer à partir. Donc, le contrôle de l'espace. Mais l'islam en Afrique, vous avez vu ce qu'il a fait de nous, vous avez vu ce que l'islam a fait de nous. L'islam en Afrique ne nous a pas appris la guerre sainte. Parce que les Arabes, quand ils étaient venus en Afrique faire l'esclavage, il ne faut pas qu'ils donnent aux Africains cette partie de la religion islamique. Parce que si on leur dit que vous devez combattre les infidèles, ça veut dire qu'on donne les armes aux Africains de combattre les Arabo-musulmans. Donc, ces gens-là étaient très intelligents, ils ont enseigné le Coran aux Africains, mais ils ont enlevé cette partie. Voilà. J'aime bien le thème d'incarcération que je pense souvent chez Maman parce qu'elle a une belle phrase sur cette histoire. Elle dit nous allons tous périr incarcérés si on ne change pas. Alors cela me permet d'introduire mon sujet. Notre enjeu, ce n'est pas de dire que nous allons lutter contre l'Occident ou la France au hasard. Ce serait trop prétentieux si nous ne savons pas quels sont les lieux de notre défaite. Nous devons donc reconstruire les lieux de notre défaite pour poser la question, sur cette base de notre défaite, comment allons-nous faire?
Donc il faut redéfinir les lignes de fait. Il y a ce nombre de trois. La religion et la spiritualité. L'Occident a récupéré toute la religion et toute la spiritualité africaine avec le monde musulman. Donc la question est comment nous allons reconstruire